Au moment où l'invitation fut prononcée, l'atmosphère autour du groupe changea subtilement. Malon et les autres restèrent stupéfaits. Une invitation personnelle du président du conseil étudiant était quelque chose que la plupart des étudiants ne connaîtraient jamais de toute leur scolarité. Même parmi les éveillés les plus brillants, un tel traitement était rare. C'était une reconnaissance qui distinguait instantanément quelqu'un de la masse. Un des membres de l'équipe de Gongting réagit vivement. Son expression s'assombrit lorsqu'il exprima l'évidence. Si Seichen rejoignait le groupe, quelqu'un d'autre devrait être exclu. La frustration transparaissait lorsqu'il demanda de quels droits Seichen disposait, surtout quand d'autres avaient échoué malgré le recours à la corruption. Pourtant, malgré son amertume, la situation ne lui laissait aucune marge de manœuvre. L'offre venait directement de Gongting en personne. Rayant son ressentiment, Zhang Jin esquissa un sourire crispé et souhaita la bienvenue à Seichen dans l'équipe. Mais Seichen refusa. Le rejet fut un véritable choc. Zhang Jin se figea, ses pensées comme paralysées. Même Gongting laissa transparaître une pointe de surprise. Son air détendu s'effaça, son regard se fixant sur Seichen avec une intensité contenue. L'irritation monta en lui. Zhang Jin éleva la voix, proclamant que leur équipe était la plus forte de toute l'académie. La réponse de Sideshan fut calme et détachée. Il déclara que cela lui était égal. Son regard était froid, dénué d'émotion. Il les avertit de ne plus le mêler à leurs affaires, puis se détourna sans hésiter. Il s'éloigna avec ses amis, laissant Zhang Jin bouillonner d'une fureur contenue. Un bref instant, le silence se fit dans la cour. Les élèves, stupéfaits, peinaient à comprendre ce qu'ils venaient de voir, un refus aussi flagrant du président du conseil des élèves, c'était du jamais vu. Les murmures se répandirent rapidement. Certains pensaient que Seichen visait lui-même la première place. D'autres esquissèrent un sourire, pressentant déjà que cette confrontation ne se terminerait pas sans heurts. Au loin, ses camarades de dortoir riaient sous cape, savourant la stupéfaction du tyran. À leurs yeux, le refus de Seichen n'était pas de l'inconscience, mais du courage. Gongting leva la main, retenant son subordonné avant que la tension ne s'envenime. « Tout va bien, dit-il. » De son point de vue, Seichen suivait clairement sa propre voie. L'évaluation terminée, les étudiants commencèrent à se disperser sur le campus. Le directeur Yuan Long observait la scène avec un regret manifeste. Il espérait que les deux hommes s'allieraient et établiraient un record inédit pour l'académie. À ses côtés, la mystérieuse femme esquissa un sourire. Elle déclara, ce retournement de situation inattendu ne fait que rendre les choses plus intéressantes. Pour quelqu'un comme Gongting, un tel rejet public n'était pas un simple refus, mais une véritable déclaration de guerre. Non loin de là, un membre du conseil étudiant murmura un avertissement, rappelant aux autres qu'il ne fallait pas provoquer Gongting à la légère. Zhang Jin, toujours furieuse, ricana, insistant sur le fait que l'arrogance de Seichen était due à un résultat d'examen erroné. Gongting resta silencieux, plongé dans ses pensées. Il se demandait, en silence, si l'examen avait réellement été faux. Une certitude s'était ancrée en lui, personne ne lui ravirait sa place de numéro 1. Un de ses subordonnés proposa de s'occuper de Seichen, le raillant comme un simple bleu inexpérimenté. Le regard de Gongting se glaça. Il demanda à l'homme s'il le trouvait vraiment mesquin. La réponse était évidente. L'homme se raidit et recula aussitôt. Agacé, Gongting congédia l'équipe et partit seul. En s'éloignant, il déclara calmement que la suite des événements ne le concernait pas. Ces mots résonnèrent. Le voyou hésita un instant, puis comprit. L'autorisation avait été donnée sans un mot. Un sourire lent et tordu se dessina sur son visage. 10 minutes plus tard, la nouvelle parvint à Gangjin. Seichen avait déjà quitté le campus. Il n'était pas resté déjeuner. Il rentrait chez lui. Un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. En dehors de l'académie, les règles n'avaient plus aucune valeur. Ignorant le danger qui se profilait derrière lui, Seichen marchait tranquillement dans les rues avoisinantes de l'université. Ses pensées étaient ailleurs, concentrées sur ses propres objectifs. Un incident futur lui revenait avec une clarté troublante. Une guilde d'élite avait jadis découvert un démon terrifiant, scellé dans son repère. Son nom était Colère. Le combat avait été instantané. L'équipe entière avait été anéantie d'un seul coup. Après ce massacre, le monstre s'était échappé et avait semé la dévastation dans le monde des humains. Cette fois, ce serait différent.
Seychen avait déjà trouvé un moyen de localiser ce repère. Mais tout plan nécessitait des ressources. L'argent passait avant tout. C'est pourquoi il entra dans le marché aux monstres de Mythil, le plus grand centre de commerce de matériaux monstrueux du futur. Pour un éveillé, l'équipement était synonyme de survie, et cet endroit était le moyen le plus rapide d'y parvenir. Au comptoir, il déposa sans cérémonie un paquet de crocs de monstres. L'évaluateur se raidit, exigeant de savoir comment un étudiant pouvait se procurer de tels objets. Seychen répondit simplement qu'il provenait d'un monstre. L'expert fronça les sourcils, avouant ne les avoir jamais vus auparavant. Une employée, qui se trouvait à proximité, s'approcha et les reconnut immédiatement, expliquant qu'il s'agissait de crocs de sang-Jean, ceux d'un monstre de rang E. Alors qu'elle commençait à décrire leurs usages, l'expert la coupa. Il ricana, jugeant les matériaux de rang E sans valeur. Il se vantait de ne traiter que des objets de qualité supérieure et n'avait aucune raison de mémoriser des babioles. Il se plaignit intérieurement de clients qui disparaissaient et d'une promotion qui semblait toujours hors de portée. Jugeant que cela ne valait pas la peine, il confia la tâche à la nouvelle venue et s'en alla sans un mot de plus. Peu après, la femme revint avec une mallette. Elle la tendit à Seychen et lui demanda poliment s'il avait besoin de quelque chose d'autre. Voyant le total de 18 000, Seychen hocha la tête en silence. Cela suffirait à payer son loyer pour l'instant. Puis il ajouta qu'il y avait encore une chose. Alors qu'il levait la main, une lueur terne se forma autour de sa paume. L'air sembla se tendre. L'instant d'après, une immense épée démoniaque se matérialisa dans sa main. Une aura d'un violet profond s'en dégageait, lourde et oppressante, faisant trembler l'air environnant. La femme se figea, le souffle coupé, fixant l'arme. Sans même la reconnaître, son instinct lui disait que cette épée était bien au-delà des normes ordinaires. À tout le moins, elle devait être de rang B, peut-être même supérieure. L'expert revint en ricanant bruyamment. Il rejeta l'idée d'emblée, affirmant que les armes de rang coûtaient des millions et qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Un homme aux cheveux bleus s'avança alors. D'une voix calme, il déclara que l'arme n'était ni de rang B ni de rang A. L'attitude de l'expert changea instantanément. Il s'empressa de flatter le nouveau venu, insistant sur le fait qu'un pauvre étudiant comme Seychen ne pouvait en aucun cas posséder quoi que ce soit de valeur. L'homme reprit la parole. Il révéla que l'épée était une arme de rang S forgée dans les terres du purgatoire. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un poids écrasant. Un silence s'installa. La femme resta immobile, l'esprit peinant à comprendre. Le visage de l'expert se décomposa sous l'effet d'un cri d'incrédulité. Une arme de rang S n'était pas censée apparaître dans un endroit pareil, et encore moins entre les mains d'un étudiant. L'atmosphère changea du tout au tout. Sans hésiter, l'homme aux cheveux bleus s'avança et serra la main de Seychen, l'accueillant comme un invité de marque. Son ton était respectueux, son attitude soudainement grave. Quelques instants plus tard, il invita personnellement Seychen dans le salon VIP, l'assurant que toute demande serait traitée immédiatement. Alors que Seychen le suivait, un léger sourire effleura ses lèvres. Tout se déroulait comme prévu. L'homme qui l'attendait était enfin apparu. Il s'appelait Quinchet. La scène se déplace dans le salon VIP. L'espace est calme et raffiné, à l'abri du brouhaha extérieur. Une douce lumière se reflète sur les surfaces polies, et l'atmosphère est empreinte d'une autorité contenue qui confère à chaque mot une importance capitale. Xing Jia est assis en face de Shen, l'air détendu mais attentif. Après avoir écouté attentivement Shen décrire l'équipement qu'il a apporté, Xing Jia joint les mains et lui demande calmement quel prix il a en tête. Shen répond sans hésiter, 1 million. Le chiffre sort de sa bouche d'un ton neutre, mais son effet est immédiat. Xing Jia perd son sang-froid. Ses yeux s'écarquillent tandis qu'il regarde Shen avec incrédulité, presque en riant sous le choc, et il lui demande si Shen comprend vraiment ce qu'il dit. Même un équipement de rang A se vend des millions. Une arme de rang S comme celle-ci atteindrait facilement des dizaines de millions. Si la nouvelle se répandait, ce serait le chaos. La foule se presserait à la bourse pour avoir une chance de la voir. Pourtant, l'expression de Shen reste impassible. Il explique calmement qu'il ne vend pas l'arme. Il compte utiliser l'épée de rang S comme garantie pour un prêt d'1 million. Il affirme qu'il le remboursera sous 1 mois. Xing se fige. Utiliser une arme de rang S comme garantie est du jamais vu. Un bref instant, ses pensées s'emballent. Ce n'est pas le genre de décision qu'un étudiant devrait être capable de prendre. Puis la vérité lui apparaît.
Shen n'a jamais eu l'intention de se séparer de l'épée. Il compte la récupérer et la manier lui-même. Une telle clairvoyance, alliée à un tel sang-froid, est bien au-delà de son âge. Et le simple fait de posséder une telle arme soulève des questions encore plus profondes. Est-il un riche héritier qui a quitté le foyer ou un prodige caché dissimulant délibérément sa force? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Shen n'est pas un homme ordinaire. Tandis que Xing Jez, perdu dans ses pensées, voit Shen se pencher légèrement en arrière, détendu, sirotant tranquillement son café comme si la conversation n'avait aucune importance. Après une courte pause, il reprend la parole. Il remboursera le capital intégralement d'ici 1 mois. Le mois suivant, il ajoutera 10% d'intérêt. Il demande si cela convient. Xing Jia l'observe longuement, puis demande à son assistante de sortir. Shirley s'exécute aussitôt, refermant la porte derrière elle. Le silence se fait dans le salon VIP. Xing Jia reprend la parole. Il confirme que Shen étudie à l'Université nationale des éveilleurs et précise que les étudiants de dernière année sont sur le point d'obtenir leur diplôme. Il rassemble les informations une à une avant de poursuivre. L'université organise un examen de fin d'études annuel, et celui de cette année aura lieu dans exactement 1 mois. Le premier prix est précisément d'1 million. Le timing est trop parfait pour être une coïncidence. Xing Jia marque une pause, puis demande à Shen s'il est confiant de remporter la première place. À peine ces mots prononcés, l'atmosphère bascule brutalement. Une pression suffocante émane du corps de Shen. Son désir de tuer se déchaîne, inondant le salon VIP. Ses yeux rougeoient d'un rouge profond tandis que son masque de calme se fissure, révélant une colère brute. Xing Jia se lève aussitôt, s'avançant sans hésiter. Il reste impassible face à la pression écrasante qui pèse sur lui. Il fait remarquer que Shen aurait pu simplement attendre 1 mois et empocher le prix, mais qu'il a choisi de risquer une arme de rang, cela en dit long. Shen a besoin de l'argent immédiatement. Personne de sensé ne ferait un tel choix à moins d'y être contraint, à moins que ce ne soit véritablement sa dernière option. S'arrêtant face à Shen, il croise son regard brûlant et prend sa décision. Il offre 1,5 million de dollars en espèces, immédiatement. Sans intérêt, pendant 1 mois entier. Il lui tend la main, suggérant le début d'un partenariat. Pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, Shen est véritablement ébranlé. Son sang-froid vacille tandis qu'il fixe Xing Jia, peinant à assimiler l'offre. Xing Jia ajoute que tout ce qui a été discuté restera strictement confidentiel et que, si Shen a des besoins commerciaux futurs, la bourse de Mythil devrait être son premier choix. Xing Jia promet de s'assurer personnellement des meilleures conditions possibles. Shen reste silencieux, pensif. Avec seulement quelques bribes d'informations, Xing Jia a déduit avec précision sa situation. Et au lieu d'en profiter, il a proposé des conditions plus avantageuses pour bâtir une alliance durable. Pas étonnant que cet homme soit destiné à hisser la bourse de Mythil au sommet. Si Shen veut éliminer Rat, il ne peut y parvenir seul. Il aura besoin d'alliés comme celui-ci. Sa décision prise, Shen tend la main. Il se serre la main. Il appose son sceau sur le contrat, le scellant instantanément. Son téléphone vibre, le transfert de fonds est effectué avec succès. Xing Jia hoche la tête, confirmant que le contrat magique est conclu. Puis, la curiosité le pique. Il demande à Shen ce qu'il compte utiliser lors de l'examen final et lui propose de lui prêter du matériel haut de gamme si besoin. Shen écoute, puis décline calmement. Sans un mot de plus, il révèle une seconde arme. Une aura terrifiante envahit à nouveau la pièce lorsqu'une autre arme de rang S apparaît dans sa main. Il déclare d'un ton égal qu'il en possède encore une identique à la première. Le choc laisse Xing Jia et son assistant sans voix. Shen ne s'attarde pas. Il se retourne et s'en va d'un pas tranquille, laissant derrière lui un silence stupéfait. Une fois parti, Xing Jia promeut sur le champ son assistant pour avoir géré un client aussi important. La joie illumine son visage tandis que le ressentiment assombrit l'expression de l'autre assistant. Shen s'arrête un instant, mentionnant nonchalamment qu'il doit encore acheter quelque chose. La scène change. Un taxi s'arrête devant un bâtiment vétuste. Shen en descend et lève les yeux vers le panneau, gare routière longue distance du comté de Kongjon. Ce site fait remonter à la surface des souvenirs enfouis au plus profond de lui. Dans sa vie antérieure, sa famille luttait sans cesse pour survivre. Il avait obtenu son diplôme sans jamais se réveiller. Aucune guilde ne voulait de lui. Il vivait de petits boulots, peinant à payer son loyer.
Un chiffre reste gravé dans sa mémoire, un solde impayé de 1560 $. Sa sœur et lui vivaient frugalement, toujours dans la précarité. Lorsqu'elle reçut sa lettre d'admission à l'Institut central international des arts, l'espoir renaquit brièvement, mais elle la déchira, forçant un sourire et déclarant vouloir rester près de lui. Elle abandonna son rêve pour ne pas être un fardeau pour lui. Le présent le rattrape lorsque le bruit du terminal emplit ses oreilles. Il scrute les alentours, réalisant qu'il est déjà tard. Elle aurait dû arriver. Une voix familière l'appelle derrière lui, le réprimandant d'attendre au mauvais endroit et se plaignant encore d'argent après le loyer. C'est sa petite sœur, Yoon. La voir saine et sauve lui serre le cœur. Une joie irrésistible l'envahit. Elle lui demande de l'aider avec ses bagages, s'impatientant de son inaction. Soudain, Shen s'avance et la serre fort dans ses bras. Elle se fige, sous le choc. Dans sa vie précédente, il avait été impuissant, incapable de la protéger, incapable d'empêcher ses sacrifices, mais pas cette fois. Submergé par l'émotion, il jure en silence qu'il ne la laissera plus jamais souffrir. Après un long moment, il murmure que cela fait 7 ans qu'il ne l'a pas vue. Rouge de colère et furieuse, elle le repousse aussitôt, le réprimandant et l'accusant d'agir bizarrement. Elle lui jette son sac et lui ordonne de rentrer vite. Ils marchent côte à côte. Shen parle d'un ton léger de ses études et de ses préparatifs, affichant une confiance sereine. Voyant son humeur s'illuminer, il sait que cette fois sera différente. Le décor change à nouveau. Une ruelle étroite s'étend entre de vieux bâtiments, faiblement éclairés et silencieuses. L'air est lourd, vicié. Plusieurs silhouettes restent immobiles dans l'ombre. L'une d'elles murmure, c'est le chemin que Shen prend pour rentrer chez lui. Un autre homme s'avance, son visage émergeant des ténèbres. La haine déforme ses traits. C'est Jang Yan. Il donne un seul ordre, cachez-vous. Les autres se fondent à nouveau dans l'ombre, se positionnant patiemment. Jang Yan reste immobile, sa respiration lente et contrôlée. L'humiliation de leur dernière rencontre le ronge. Dès que Shen apparaît, il pense que tout s'arrêtera. Le silence retombe dans la ruelle et, quelque part derrière son entrée, des pas se rapprochent. L'un des hommes finit par rompre le silence, se penchant vers Jang Jen et baissant la voix, malgré sa prudence, la tension palpable. Il demande si la situation ne risque pas de dégénérer avec autant de membres du conseil étudiant impliqués. La réponse de Jang Jen est immédiate. Son expression se durcit et son regard devient acéré comme une lame. Lorsqu'il parle, sa voix est basse, froide, tranchante comme une lame raclant la pierre. Il explique qu'il ne comptait initialement donner qu'un avertissement, mais que l'attitude de Shen a franchi les limites. Un élève de rang E, un inconnu, qui se prend maintenant pour un élève de rang C, et qui ose regarder les autres de haut. Quelqu'un comme ça ne se rend même pas compte de qui il provoque. À cet instant, les mots de Shen résonnent dans sa tête, trop fort. Ne me dérange plus jamais. Ce souvenir provoque un déclic en lui. La retenue de Xian Zhen s'effondre. La rage l'envahit tandis qu'il se tourne vers ses compagnons, la voix tremblante de venin. Il exige qu'il lui laisse sa part le moment venu. Il jure que Shen ne sera même pas capable de se présenter à la remise des diplômes dans 2 semaines. Lentement, délibérément, il sort un couteau. La lame capte la faible lumière, reflétant sa confiance inébranlable. Il leur rappelle qu'il est l'un des meilleurs assassins de type nuage de toute l'académie. Son sourire est fin, cruel et assuré. L'atmosphère devient lourde, glaciale. Même respirer semble bruyant. Puis la scène change. Shen marche aux côtés de Yoon, un verre à la main, le monde autour d'eux voilé par leur tardive. Elle l'observe un moment, les yeux légèrement plissés, scrutant son silence. Finalement, elle prend la parole, d'un ton désinvolte en apparence, mais avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Elle dit qu'il se comporte étrangement ces derniers temps et lui demande si l'examen de fin d'études qui approche le stresse. Shen ne répond pas. Son silence pèse plus lourd que tous les mots. Yoon incline la tête, sa curiosité se muant en une taquinerie légère. Elle plaisante en disant que quelqu'un d'aussi simple que lui ne rumine généralement pas ainsi. Un léger sourire effleure les lèvres de Shen, mais il reste silencieux. Son expression s'adoucit. Elle lui dit que quoi qu'il arrive, il doit se ressaisir. Elle lui rappelle que c'est lui qui lui répétait sans cesse que la vie est longue et que les opportunités finissent toujours par se présenter, alors il doit croire en lui. Ils reprennent leur marche, leurs pas se calant sur un rythme régulier. Arrivé dans l'étroite ruelle, Yoon se met à fredonner sa chanson préférée,
légère et insouciante. Une petite rébellion contre la pesanteur du monde. Shen écoute en silence, se laissant bercer par la mélodie. Un bref instant, le calme règne. Tandis qu'il marche, les pensées de Shen vagabondent. Il réalise à quel point sa sœur est perspicace. Elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. À ses yeux, rien n'a changé. Il n'est pas réveillé. Il lutte toujours, survive à peine. Après un silence, il finit par parler, d'une voix calme et rassurante. Il lui dit qu'il va bien. Yoon baisse légèrement les yeux, pensant qu'il le nie encore. Peut-être est-ce de l'orgueil. Les hommes se construisent toujours des murs en vieillissant. Une pointe d'amusement suffisant traverse ses pensées lorsqu'elle se souvient d'une lecture passée. Il semblerait que ce livre ait raison après tout. Il s'enfonce dans la ruelle, leurs pas résonnant doucement entre les murs. Il ne remarque pas l'ombre qui les suit. Une silhouette se déplace silencieusement derrière eux, gardant ses distances, chaque pas mesuré et patient. La scène change à nouveau. Plusieurs hommes se tiennent cachés dans l'obscurité, les yeux rivés sur Shen. L'un d'eux se penche vers Jang Jen et murmure que Shen est accompagné d'une fille. Les lèvres de Xan Jen se tordent en un sourire narquois. Parfait. Il jette un coup d'œil autour de lui, la joie perçant dans sa voix lorsqu'il remarque l'absence d'appareil photo. Il dit aux autres que la journée n'aurait pas pu mieux se dérouler. Au même instant, Shen perçoit tout. Les regards hostiles, l'intention meurtrière suffocante, la présence qui se rapproche par derrière. Son expression reste impassible, mais une fureur glaciale s'embrase en lui. Ces chiens du conseil étudiant, se dit-il, ils ont vraiment osé s'en prendre à lui ici. Sans ralentir, il plonge la main dans sa poche et en sort ses écouteurs. Avec une douceur délibérée, il les place sur les oreilles de Yoon. Quoi qu'il arrive, elle n'entendra rien. Il se tourne vers elle et lui parle doucement, presque tendrement, lui disant qu'il écoute beaucoup cette chanson ces derniers temps et l'invitant à l'essayer. Yoon cligne des yeux, surprise, et le taquine de s'intéresser soudainement à la musique. Elle se demande si la musique reflète l'état d'esprit d'une personne. Peut-être que cela l'aidera à mieux le comprendre. Shen ne répond pas. Il se retourne. À cet instant précis, l'atmosphère se délite. Sa présence s'étend, une pression invisible écrasant l'air lui-même. Ses yeux s'assombrissent, devenant perçants et inhumains lorsqu'il active son pouvoir oculaire. En un instant, le niveau, la condition et l'état mental de chaque ennemi lui sont révélés. Derrière lui, Yoon, absorbée par la musique, est totalement inconsciente de ce qui se passe. La mélodie emplit ses sens, chaude et étrangement apaisante. Dans la ruelle, les ennemis se mettent en mouvement, un pas après l'autre. Xan Jen avance en dernier, sa démarche assurée intacte, une énergie nuageuse tourbillonnant faiblement autour de lui. Shen avance également. Sa voix est calme, presque douce, mais chaque mot porte le poids d'une vie. Il parle de sa vie précédente, en 2160, lorsqu'il a perdu le dernier membre de sa famille, et de 2167, année de sa renaissance et de ses retrouvailles avec sa sœur. Tandis qu'il parle, le tonnerre gronde. Des éclairs zèbrent violemment son corps, inondant la ruelle d'une énergie oppressante. Au fond de lui, sa fureur rugit. C'est la première fois en 7 ans qu'il retrouve sa famille. Et ils ont osé interrompre ce moment. Les ennemis chargent. Avant même qu'ils aient pu poser le pied à terre, le tonnerre gronde sous Shen. Dans un éclair, il disparaît. Il réapparaît instantanément parmi eux. Sa jambe se tend. Un homme est soulevé du sol et projeté en arrière, s'écrasant dans la ruelle dans un fracas assourdissant. Le bruit résonne comme un coup de feu. Tout le monde se fige. Le choc les paralyse. Yoon continue de fredonner, indifférent. Shen serre le poing. Le tonnerre s'enroule autour, faisant vibrer l'air. Il se rue en avant. Un coup, un autre. Les corps s'effondrent les uns après les autres. Chaque coup est décisif, impitoyable. Un homme désespéré se jette sur lui. Shen part le coup sans effort. Son genou s'enfonce. Craquement. Un os se brise. Un cri déchire la ruelle avant que le poing de Shen ne s'abatte sur le visage de l'homme, le projetant à l'autre bout du sol. Seul Jang Jen reste. Son visage se décolore sous l'effet de la peur véritable. Il se force à crier, affirmant être le plus puissant assassin de type nuage. Panique et fierté s'entrechoquent lorsqu'il déchaîne sa puissance. Peu importe.
Shen lui arrache le couteau des mains d'un seul coup de poing. Un autre coup l'envoie s'écraser contre le mur. Des dents se brisent, le sang gicle. Zhang Zhen s'effondre au sol, à peine conscient. Shen se tient au-dessus de lui. Non pas comme un homme, mais comme un démon. Sa voix est glaciale, tandis que le tonnerre gronde violemment autour de lui. Ses yeux, d'un rouge profond, brûlent tandis qu'il répète son avertissement. Il lui a dit de ne plus jamais le déranger. Et cette fois, il n'y a pas de malentendu. Soudain, sans prévenir, il saisit Zhang Zhang par le col et le tire en avant. Son regard est vide de toute pitié, sa voix n'est plus qu'un murmure glaçant. Il lui ordonne de se taire. Un seul son de plus et il le tue. Au même instant, Shen presse un couteau contre le visage de Zhang Zhang. À cet instant, Zhang Zhang comprend que l'intention meurtrière dans les yeux de Shen est bien réelle. Ce n'est pas de la frime, ni de l'intimidation. C'est quelqu'un qui a déjà franchi une limite. Quelqu'un qui a tué. La peur l'étreint si fort que ses pensées s'embrouillent dans la panique. Il ne comprend pas comment un étudiant pourrait avoir des intentions aussi terrifiantes. Quel enfer cet homme a-t-il vécu? La voix de Shen reste calme, impitoyable. Il ordonne à Zhang Zhang de se souvenir de chaque mot qui suit. L'instant d'après, Shen le projette violemment contre le mur orné de motifs de serpent. L'impact provoque des fissures en forme de toile d'araignée sur la surface derrière lui. Le regardant avec un mépris glacial, Shen les avertit tous qu'ils se fichent de savoir s'ils pourrissent, mais qu'ils n'ont plus le droit de le déranger. Et s'ils osent s'en prendre à sa sœur, non, s'ils osent seulement se présenter devant elle, alors, un par un, il les éliminera définitivement, sans hésitation, sans regret. Zhang Zhang serre les dents, le sang lui emplit la bouche tandis que la terreur le consume. Il ne peut que hurler. Shen le relâche et se détourne. Dès que le regard de Shen se détourne de lui, le corps de Zhang Zhang cède. Il s'effondre au sol, complètement impuissant, son corps brisé incapable de résister plus longtemps. Non loin de là, Yoon continue d'écouter la chanson dans ses écouteurs. Au fil de la mélodie, une étrange tristesse l'envahit. La solitude qui se dégage de la musique lui serre le cœur et des larmes coulent silencieusement sur ses joues. Elle se demande pourquoi la chanson lui fait si mal. Cela ne fait que quelques jours qu'ils se sont vus. Pourtant, son frère lui paraît avoir enduré des années de souffrance. Comment peut-il être si seul alors qu'elle a toujours été à ses côtés? Ses émotions finissent par la submerger. Elle se retourne pour lui parler doucement, l'interpellant et lui demandant s'il ne va pas trop loin dans sa plaisanterie. Mais avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, Shen est déjà derrière elle. Il tient une petite boîte à la main. Yoon se fige. Shen la regarde tendrement et lui dit qu'il lui a acheté quelque chose. Son sourire ne laisse aucun doute sur la provenance de ce cadeau. Quand Yoon ouvre la boîte, ses yeux s'écarquillent de stupeur et de joie. C'est un stylo holographique magique, le dernier modèle, un objet qui coûte plus de 10 000 $. Stupéfaite, elle le fixe et lui demande où il a trouvé cet argent. Son bonheur remplit Chin d'une chaleur qu'il n'a pas ressentie depuis des années. Des souvenirs de sa vie antérieure refont surface en lui, une vie où il n'a pas su la protéger, où il n'a pas su protéger ses rêves. Yoon hésite, se demandant s'il ne vaudrait pas mieux le rendre. C'est bien trop cher. Elle insiste, il ne lui plaît pas tant que ça. Mais Shen connaît déjà sa réponse. Dans cette vie, il la protégera de tout son être. Tandis qu'il reste là, Shen dissimule discrètement sa main ensanglantée derrière son dos pour qu'elle ne le remarque pas. Ailleurs, Zhang Zhang et ses compagnons gisent, brisés et misérables, payant le prix de leur choix. La scène change. De retour chez elle, Yoon active le stylo avec enthousiasme et dessine un poisson dans les airs. Une magnifique image holographique flotte devant ses yeux. Elle se tourne vers Shen, stupéfaite par son réalisme. Shen, en train de manger des nouilles aux œufs, sourit et lui dit que tant qu'elle aime ça, c'est l'essentiel. Il ajoute fièrement que ses nouilles sautées sont les meilleures. Mais Yoon semble soudain inquiète. Elle lui rappelle qu'ils ont encore un loyer à payer et qu'ils ne devraient pas gaspiller de l'argent comme ça. Shen sourit et lui dit nonchalamment qu'il a déjà payé le loyer de toute l'année. Yoon reste figé, incrédule. Shen explique d'un ton léger qu'il a monté une petite entreprise avec un ami et qu'ils ont gagné un peu d'argent. En l'écoutant, Yoon pense qu'il est vraiment mauvais menteur. Il a un comportement suspect. Mais elle remarque aussi autre chose. Son sourire est plus lumineux, plus chaleureux, plus sincère que tout ce qu'elle a vu depuis longtemps. Finalement, elle ne le questionne pas.
Au lieu de cela, elle pose une main sur son épaule et lui dit doucement de ne pas trop forcer, quoi qu'il arrive. Shen la regarde et lui sourit. Ailleurs, un rapport glacial est annoncé, Zhang Zhang a subi des blessures catastrophiques. Plus de 60% de son corps est fracturé. Même les meilleurs médecins ne pourront pas le guérir en un mois. L'orateur remarque avec incrédulité qu'il a provoqué Shen et qu'il en est arrivé là. Gongting, le président du conseil des élèves, écoute la conversation. Ling Yu fait remarquer que Zhang Zhang ratera l'examen de fin d'études. Gongting reste impassible. Il répond froidement que son équipe se porte mieux sans ce boulet. À ce moment-là, Gong Shen, le directeur du service d'orientation, entre et annonce une nouvelle stupéfiante, les résultats internes sont confirmés. Shen est bien classé C, le seul élève de tout l'établissement à avoir un meilleur classement que Gongting lui-même. Gongting est abasourdi. Gongshen ajoute que le père de Gongting a invité le vice-président de l'Alliance à superviser personnellement sa performance lors de l'examen final. Il le met en garde contre tout risque d'éclipse et évoque un plan de secours pour remplacer Zhang Zhang si nécessaire. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Gongting l'interrompt avec assurance. Il leur demande s'ils croient vraiment qu'il a donné le meilleur de lui-même lors de l'évaluation de classement. Il les assure que le jour de l'examen de combat, chacun verra qui est le plus fort. L'implication est claire, sa véritable puissance reste à révéler. La scène change à nouveau. Il est 1h10 du matin à l'Université nationale des éveilleurs. Dans le dortoir des hommes, Shen, sous l'eau chaude courante, repense à tout ce qu'il a accompli ce jour-là. Son entraînement intensif est terminé. Le problème d'argent est résolu. Tout se met en place. Après l'obtention de son diplôme, son véritable plan pourra commencer. Il doit remporter le prix d'1 million de dollars à l'examen final et rembourser son prêt à Qingju. Il se doit d'honorer cet accord. Il aura besoin de beaucoup de choses à l'avenir. Il lui reste moins d'un mois. Il doit encore gagner plusieurs niveaux. Alors que ses pensées s'apaisent, il ferme les yeux. L'interface familière du système réapparaît. Système de gloutonnerie activé. L'instant d'après, il se retrouve dans le même royaume qu'auparavant. Mais cette fois, tout est différent. Il comprend désormais ce lieu. D'un pas assuré, il s'avance vers le trône, repensant à sa dernière évaluation. Sa classe la plus faible, le roi chien des tombes, est de rang C. Sa classe la plus forte, le démon abyssal, n'affiche même pas de rang, une classe de rang est-ce qu'il ne maîtrise toujours pas pleinement. Quant à ses autres classes, leur véritable limite reste inconnue. Soudain, la mystérieuse clé réapparaît. Shen plisse les yeux et décide calmement de la tester. Une porte immense s'ouvre devant lui, tel un portail gigantesque. Une énergie violente jaillit, inondant l'espace d'une pression écrasante. Pourtant, Shen n'hésite pas. Il s'avance. À mesure qu'il s'approche, il se demande en silence quel spectacle l'attend à l'intérieur de la tour des ténèbres. Puis il franchit le seuil et l'espace derrière lui se fait silencieux. Dès que Shen franchit la porte, le monde autour de lui se tord violemment. En un clin d'œil, il n'est plus dans le couloir de la tour. Il est transporté dans une contrée désolée connue sous le nom de désolation de l'étoile déchue. Le ciel est sombre et déformé. Le sol sous ses pieds est craquelé et aride, comme écrasé par une force invisible au fil des âges. Avant même qu'il puisse reprendre son souffle, une pression écrasante s'abat sur lui. Ses genoux fléchissent instantanément. Rassemblant toutes ses forces, s'appuyant d'une main contre le sol, il parvient de justesse à ne pas s'effondrer. Même rester à genoux est insupportable. Chaque muscle hurle sous la force écrasante. Il lui faut un instant pour réaliser la vérité. La gravité ici est incroyablement forte. Il relève la tête et regarde en arrière, vers l'endroit par lequel il est entré. La porte a disparu. Il n'en reste aucune trace. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul chemin à suivre. Il doit nettoyer cet étage pour rouvrir le portail. À la seule pression qu'il ressent, Shen calcule rapidement que, dans cet environnement, il ne peut déployer que 30% de sa force maximale. S'il ne s'adapte pas vite, il ne survivra pas. Et puis il le sent. Quelque chose approche. Une bête colossale émerge du désert. Sa présence est pesante et menaçante. Un lion panthère. Un monstre de rang AB. Un guerrier stellaire de 7 étages. Dès que Shen croise son regard, il change de classe sans hésiter. Assassin foudroyant.
Il reprend son souffle et murmure calmement que ce doit être l'ennemi de cet étage. Le lion panthère répond par un rugissement tonitruant et se jette sur lui. Shen glisse sous le corps massif au dernier moment, échappant de justesse à ses griffes. Il pivote en plein mouvement, la foudre déjà concentrée dans sa main, préparant une contre-attaque, mais son corps est d'une lourdeur insupportable. Il sait qu'il n'a qu'une chance. Il lance son éclair sur le panthère, visant un point vital, mais la paralysie ne se déclenche pas. Il a raté. La bête se rétablit presque instantanément avec une force terrifiante. Elle plaque Shen au sol, lui immobilisant le visage tandis que la pression l'écrase davantage. Les avantages de la classe assassin sont presque complètement anéantis dans cet environnement. Le lion panthère rugit à nouveau, sa domination absolue. Shen comprend quelque chose de crucial. Ce monstre se déplace naturellement sous l'effet de la gravité de la tour. Sa force est en parfaite harmonie avec ce lieu. Le lion mord le bras de Shen. Une énergie violette les enveloppe violemment. À cet instant, Shen change de classe une nouvelle fois. Purgatoire Rakshasa. Chaque classe possède ses propres forces fondamentales. En combat rapproché, la force brute et l'endurance priment sur la vitesse. Dès que le changement de classe est achevé, Shen se libère d'un coup sec et pivote sur lui-même, projetant le lion panthère au sol. Il active la frappe gravitationnelle à son maximum. La puissance de son coup explose, 2 cents%, 4 cents%, 6 cents%. Dans un environnement déjà saturé d'une gravité extrême, la puissance de son coup est amplifiée près de 60 fois. Le panthère rugit de défi tandis que le coup s'abat. Shen achève son mouvement sans hésiter et crie que rien ne l'arrêtera. L'impact est catastrophique. Le sol explose sous leurs pieds, se brisant en 1000 morceaux. Guerrier stellaire, calamité gravitationnelle en 3 phases, mode super lourd, déchaîné. Quand la poussière retombe enfin, le silence revient sur le désert. Shen gît, épuisé, étendu de tout son long sur le sol. À côté de lui repose le corps sans vie du lion du panthère. Des notifications système apparaissent furtivement à l'écran. Il a obtenu un os de lion panthème, une unité, et 12 000 points d'expérience. Niveau supérieur. Niveau 11. Essoufflé, Shen étudie l'interface du système. Chaque étoile sur une carte de classe représente une amplification par couche. Le purgatoire Rakshasa possède plus d'étoiles que l'assassin foudroyant, ce qui signifie que son amélioration globale est plus élevée. Pourtant, vaincre un seul monstre de rang B l'a épuisé. Aucune de ses classes actuelles n'a encore franchi le seuil du rang B et soudain, un mauvais pressentiment l'envahit. Après avoir tué le monstre, le système ne génère aucune marque dévorable, et le portail vers l'étage suivant n'apparaît pas. Une révélation le frappe. Avant qu'il puisse réagir pleinement, un portail s'ouvre derrière lui. Shen se retourne et d'innombrables yeux le fixent depuis les ténèbres. Une froide compréhension s'installe. Le monstre qu'il vient de vaincre n'était pas la véritable menace. Ce n'était qu'un ennemi mineur. Le véritable seigneur de cet étage n'est pas encore apparu. 5 lions panthèmes jaillissent du portail simultanément. Ils attaquent sans pitié. Des crocs lacèrent Shen. Les coups pleuvent sans relâche. C'est alors seulement que Shen comprend véritablement le sens du purgatoire qu'est le monde de Roxiu. Une fois la porte ouverte, ce qui l'attend, c'est une souffrance sans fin, et il doit tout endurer. Les bêtes le déchiquettent sans hésiter. Alors que sa conscience s'estompe, une seule pensée le hante, il doit tout conquérir. Shen se réveille en sursaut. Assis, il halète, le corps ruisselant de sueur. La douleur du rêve est d'un réalisme terrifiant. Ses muscles se déchirent, ses os se brisent, la sensation persiste dans ses nerfs. Il n'y a pas de raccourci pour devenir plus fort. La main sur la poitrine, il expire lentement. Ce chemin solitaire et brutal du purgatoire ne fait que commencer. Changement de scène. 22 mai, 11h57. Grand auditorium de l'Université nationale des éveilleurs. La cérémonie de formation de l'équipe d'évaluation est en cours. Les instructeurs sont assis sur scène tandis que les élèves, assis en contrebas, murmurent entre eux. Les rumeurs se répandent rapidement. On chuchote que des dirigeants de l'Alliance des guildes assisteront en direct à l'évaluation de combat de fin d'année. D'autres mentionnent un changement de règlement. Les années précédentes, aucune taille d'équipe ni aucun grade minimum n'était requis. Cette année, chaque équipe doit compter au moins 5 membres, dont au moins un de rang E ou supérieur.
Certains se demandent à voix haute si ce changement vise à rendre l'événement plus divertissant. Un instructeur s'avance vers le micro et annonce que les résultats du classement ont été envoyés sur les terminaux de repos de chacun. Les élèves sont priés de vérifier leurs appareils et de former immédiatement des équipes. Des écrans s'illuminent dans le hall. Mahon se fige, sous le choc. Quelque chose cloche. Shen est classé E. Des voix s'élèvent autour d'eux. Comment est-ce possible? N'était-il pas auparavant? Certains élèves ricanent, affirmant que l'artefact démoniaque a dû dysfonctionner. D'autres grognent, regrettant de ne pas avoir pu intégrer le groupe de Gongting et de ne pas avoir fait équipe avec lui. Maintenant qu'il est classé E, personne ne voudra de lui. Shen reste silencieux, fixant son résultat. Les chuchotements persistent. L'évaluation de fin d'études est trop importante pour se permettre des pertes. Quelqu'un remarque que Shen doit regretter d'avoir refusé l'invitation de Gongting. Ailleurs, Gongting échange un regard avec un instructeur. Ce dernier esquisse un sourire. Il pense que son neveu n'a pas encore appris à maîtriser la puissance ni la nature humaine. Il est peut-être temps de lui donner une leçon. Après tout, ses adversaires n'auront même pas le niveau requis. Au moment où l'instructeur hausse la voix et presse tout le monde de se dépêcher de former des équipes, la salle entière explose de joie. Les élèves se précipitent en avant, scandant sans cesse le même nom, l'équipe du président. L'équipe du président. Ils se massent autour de Gongting comme des papillons de nuit attirés par la lumière. Le désespoir se lit sur leurs visages. Un élève supplie d'être choisi, promettant loyauté. Un autre jure que ses années au conseil des élèves prouvent qu'il ne pénalisera jamais l'équipe. Un soigneur s'avance, affirmant que sa classe sera précieuse. Quelqu'un déclare même sans vergogne être prêt à devenir le toutou de Gongting pour obtenir une place. Le bruit devient insupportable. Le vice-capitaine de Gongting finit par craquer et leur crie de se calmer. Il rappelle à tous que l'équipe ne peut accueillir qu'une seule personne de plus. Une demi-heure plus tard, le calme revient enfin. Les équipes se forment les unes après les autres, les noms s'affichant sur les écrans du système. Mais l'ambiance n'est pas à la fête pour tout le monde. À l'écart, Shen et son groupe restent immobiles, l'épuisement et la frustration se lisant sur leurs visages. Ils ont demandé à plusieurs reprises, et à chaque fois, ils ont essuyé un refus. Malon marmonne que personne ne veut se joindre à eux. Un autre coéquipier souligne avec anxiété le problème évident, ils ne sont que 4. Sans un 5e membre, ils ne pourront même pas passer l'évaluation de combat final. La situation est absurde. Mahon ne comprend pas comment Shen a pu obtenir le plus mauvais résultat. L'inscription exige au moins 5 membres et au moins un soldat de haut rang. Cela semble délibéré, comme si quelqu'un les visait intentionnellement. Shen écoute en silence. Il sait parfaitement ce que cette évaluation signifie. L'épreuve de combat de fin d'études est la seule véritable chance pour les élèves de faire leurs preuves. L'emploi futur, les invitations à la guilde et les ressources dépendent tous des performances de l'équipe. Le nombre de monstres qu'une équipe peut chasser est directement lié à sa taille. Ce n'est pas qu'une question de compétence. Même si quelqu'un n'est pas admis dans une équipe de haut niveau, personne ne veut risquer de faire équipe avec des membres de bas niveau qui pourraient les pénaliser. Et malheureusement, les 3 élèves de rang les plus faibles de l'ancienne école sont juste à côté de lui. Alors que Shen envisage la possibilité qu'ils soient tous abandonnés, une voix se fait entendre. Une autre équipe approche et appelle Jiang Xao. Ils disent qu'il ne leur manque qu'une personne et l'incitent à les rejoindre. Ils suggèrent avec ironie que faire équipe avec 3 bons à rien ne ferait que ruiner ses chances de qualification. Le cœur de Shen se serre. Si cela continue, les 3 élèves de rang inférieur seront assurément abandonnés. Mais à la surprise générale, Jiang Gao s'excuse calmement et explique que son dortoir a déjà accepté depuis longtemps de faire équipe. Les yeux s'écarquillent. Il affirme clairement qu'il n'abandonnera pas ses colocataires. L'autre équipe ricane, marmonnant qu'il voulait juste qu'ils prennent de la place et le prévenant que les refuser ne lui apportera rien. Tandis qu'il s'éloigne, Jiang Gao leur dit de ne pas mépriser les autres. Les équipes continuent de se former de l'autre côté du couloir. Malon est de plus en plus anxieux. Presque tout le monde a terminé. Il ne reste presque plus d'élèves de rang E. Il ne manque qu'une personne, et pourtant personne ne veut venir. Le regard de Shen se lève. Il fixe Gong Quan, le directeur du bureau de placement. La famille Gong a modifié les règles de remise des diplômes au dernier moment, altérant son grade pour empêcher les autres de s'allier avec lui. Shen comprend immédiatement.
Ils le perçoivent comme une menace pour Gongting. Les puissants agissent toujours à leur guise, mais Shen n'a aucune intention de céder. Il participera à l'évaluation de combat de fin d'études. Ses yeux brillent d'une lueur intense lorsqu'il change de classe pour celle d'assassin foudroyant. Une énergie de tonnerre crépite faiblement autour de lui tandis qu'il s'avance. Puisqu'il le cible si ouvertement, il n'a plus aucune raison d'être poli. L'évaluation est le seul véritable moyen de prouver sa force. Les instructeurs se raidissent en voyant Shen descendre, l'énergie de foudre activée. Ma Long panique, l'interpellant et lui demandant ce qu'il fait. Mais Shen reste calme. Les écoles d'éveil ont une longue tradition. À tout moment, un élève peut défier un professeur en duel. C'est provocateur, dangereux, mais cela permet à la véritable force de se manifester devant tous. Un défi peut être refusé, mais Shen sait que Gongqian ne refusera pas. S'il gagne, ceux qui recherchent les meilleurs scores se précipiteront pour faire équipe avec lui. Au moment où il s'apprête à s'avancer, les portes s'ouvrent. Une voix claire demande si l'équipe de Shen est toujours incomplète. Elle explique vouloir participer elle aussi à l'évaluation de combat de fin d'année. Shen se retourne. Ses yeux s'écarquillent. Ling Yu s'avance calmement et se présente. Elle explique avoir atteint le niveau de Dank au collège. Rejoindre son équipe ne les pénalisera pas. La salle explose de joie. Les amis de Shen sont sous le choc. Ma Long s'exclame, incrédule, c'est incroyable. L'équipe de Gongting, confuse, lui crie dessus. Ling Yu les ignore et se dirige droit vers Shen. Les murmures se répandent comme une traînée de poudre. Pourquoi ferait-elle équipe avec une bande d'élèves de bas niveau? N'est-elle pas une étudiante d'échange? Elle ne vient pas du royaume de Saint? Ses origines ont toujours été un mystère. Gongqian s'emporte et l'interpelle. Il précise qu'en tant qu'étudiante d'échange, elle n'est techniquement pas autorisée à participer. Elle n'a jamais passé d'examen de classement à l'école, et son rang actuel n'est pas officiellement enregistré. Sa participation enfreint le règlement. Soudain, un hologramme apparaît. Le proviseur surgit. Shen manque de bondir de sa chaise. Même Gongqian est stupéfait. Le proviseur s'adresse calmement à Ling Yu, lui rappelant qu'elle n'est là que pour un bref échange. Participer à l'évaluation de combat de fin d'études serait injuste. Le cœur de Shen se serre. Il réalise quelque chose d'effrayant, il est incapable de déterminer le rang de l'un ou de l'autre. Ling Yu soupire légèrement, pose un doigt sous son menton et déplore la situation. Shen ferme les yeux. Une sueur froide perle sur son visage. Gongqian approuve aussitôt les propos du proviseur, louant le respect strict du règlement par l'école. Mais le proviseur s'avance. Il évoque le véritable objectif de l'Université nationale des éveilleurs, former des éveilleurs d'élite et leur offrir une scène à la hauteur de leur talent. L'épreuve de combat de fin d'études est une tradition et l'un des moments les plus importants dans la vie d'un étudiant. Son regard s'assombrit. Si un étudiant perd cette opportunité pour des raisons particulières, comment l'école peut-elle en assumer la responsabilité? Gongqian se raidit. Il comprend que le directeur est au courant. Il esquisse un sourire forcé et se reprend aussitôt, annonçant que les équipes de moins de 5 membres ou celles sans membres de haut rang peuvent encore s'inscrire. L'épreuve de combat de fin d'études est ouverte à tous. Un immense soulagement envahit le groupe de Shen. Avec 4 membres, ils sont officiellement qualifiés. Au fond de la salle, le directeur esquisse un sourire et remarque que l'intérêt de Ling Yu pour Shen est bien plus marqué qu'il ne l'imaginait. D'un côté, l'équipe la plus forte de l'école, menée par Gongting, de l'autre, Shen et ses 3 colocataires les moins bien classés. Le contraste est à la fois absurde et fascinant. Un instructeur annonce que les capitaines d'équipe peuvent maintenant procéder à la sélection pour la grotte du diable. Une notification retentit. Digne. Un instructeur se fige. Une équipe a déjà soumis son choix. Les élèves fixent l'écran, abasourdis. C'est Shen. L'équipe de Shen a déjà choisi la grotte du diable. Des murmures d'effroi parcourent le hall. Quelqu'un jure entre ses dents. La scène suivante montre le groupe de Shen, dont les coéquipiers tentent désespérément de l'arrêter. Mahon hurle presque, lui ordonnant de retirer son choix. Un autre crie, lui demandant s'il comprend seulement ce qu'il a choisi. L'atmosphère est pesante et chacun sait que, quoi que Shen ait choisi, c'est de la folie pure.